La quiétude traditionnelle du Canada a été ébranlée par un investigateur américain. Pendant 2 ans, il a recherché des criminels de guerre nazis présumés vivant au Canada. Ce sont des personnes qui ont tué des Juifs de leurs propres mains, qui les ont abattus, poignardés et frappés à mort. C'est incroyable que quelqu'un traverse la frontière et puisse trouver des criminels de guerre alors que notre gendarmerie royale du Canada a été incapable de les trouver pendant 50 ans. Ce n'est qu'aujourd'hui, un demi-siècle après la fin de la Seconde Guerre mondiale, que nous commençons à connaître la vérité sur certaines réalités gênantes, jusque-là cachées au grand public. D'abord, que les Suisses ont fait des affaires très lucratives avec les Allemands pendant cette guerre brutale et qu'ils ont spolié les victimes de l'Holocauste et leurs familles de leurs biens légitimes. Et maintenant surgit le sombre secret du Canada. Le gouvernement canadien a apparemment accueilli des milliers de criminels de guerre nazis au Canada à la fin de la guerre, où ils ont vécu confortablement et paisiblement depuis lors. Ce n'est que maintenant que le Canada commence à reconnaître sa complicité et sa culpabilité. La quiétude traditionnelle du Canada a été ébranlée par un investigateur américain, un détective privé, pas comme les autres, venu de Brooklyn et nommé Steve Rambam. Pendant 2 ans, essentiellement à ses propres frais, il a traqué des criminels de guerre présumés au Canada, après avoir obtenu leur nom auprès du centre Simon Wiesenthal à Jérusalem. La grande majorité des personnes que nous avons sélectionnées parmi la liste des 1000 recherchés sont des personnes qui ont tué des Juifs de leurs propres mains, qui les ont abattus, poignardés et battus à mort. Il y a aussi un certain nombre de ces criminels de guerre qui n'ont probablement pas appuyé eux-mêmes sur la gâchette, mais qui ont coordonné des rafles et l'exécution de milliers de Juifs. Comment coordonne-t-on la rafle et l'exécution de milliers de Juifs? Par exemple, quelqu'un comme Antanas Kaventius, chef de la police de la région de Svesjonis en Lituanie, ont fait amener des groupes de Juifs à environ 1 kilomètre de la ville, dans les cimetières juifs, où une fosse a été creusée. On les a fait se déshabiller, on les a forcés à se tenir la main par groupe de 10 et on leur a tiré une balle dans le dos. Comment connaissez-vous tous ces détails? Parce qu'il les a racontés. Il a tout raconté dans le moindre détail sur des enregistrements. Voici le domicile de Kentavitus à Hope, en Colombie-Britannique. Ces images ont été prises par la Canadian Broadcasting Corporation. Rambam dit avoir secrètement enregistré Kentavitus et sa femme, décrivant avoir été témoin de l'exécution par les nazis de plus de 5000 juifs, hommes, femmes et enfants confondus. On leur a ordonné de s'allonger. Les juifs se sont allongés au sol. Ils n'ont pas cherché à se battre? Ils se sont juste allongés? Non, personne ne s'est battu. Comme des moutons, calmement. C'est incompréhensible. Aucun cri. Ils étaient comme des moutons. Alors le commandant est arrivé. Il a tiré. Bang. Et ils sont tombés. Parfois, il répétait « palk, palk » et puis il tombait dans le fossé. Et très soucieux des faits, il m'a détaillé ses meurtres. Et à un certain moment de la conversation, il m'a regardé et m'a dit « Ainsi, le 9 novembre, à 1 heure, nous avions terminé. Plus aucun juif. Plus aucun juif. Je fais ce métier depuis environ 17 ou 18 ans. Mais je suis moi-même juif avant tout. Quelle a été votre couverture? J'imagine que vous ne vous êtes pas présenté en disant « Je suis un détective privé et je tente de retrouver des criminels de guerre nazis ». Exact, je ne pouvais pas dire « Je m'appelle Steve Rambam, je suis un juif de New York ». Accepteriez-vous de discuter avec moi de tous les juifs que vous avez tués? Évidemment. Je disais « Je m'appelle Salvador Romano, je suis professeur à l'université Saint-Paul des Amériques. Nous travaillons sur… » Saint-Paul? Université Saint-Paul des Amériques? De quoi s'agit-il? D'un pari sur la crédulité. Je suis à la fois le corps enseignant, les anciens étudiants et les étudiants actuels de cette université. Une université inexistante. Donc, je leur montrais ma carte d'identité, je leur disais que j'étais en train de rédiger ma thèse de doctorat. Avec son faux sweatshirt de l'université et son allure débonnaire, Rambam affirme qu'il a obtenu de nombreux éléments permettant d'identifier les unités dans lesquelles ils ont servi pendant la guerre. Rambam a récolté la plupart de ces noms d'anciens nazis auprès d'Efraim Zuroff, qui traque les criminels de guerre depuis des années au centre Simon Wiesenthal de Jérusalem. Selon Zuroff, les nazis qui ont émigré au Canada sont principalement originaires de l'Europe de l'Est. Au début de la guerre, ils ont sillonné les campagnes en assassinant des Juifs.
Il affirme que des centaines de ces assassins sont toujours en vie et en bonne santé au Canada. Il s'agit essentiellement de Lituaniens, de Lettons et d'Ukrainiens qui n'étaient que des collaborateurs. Dans ces régions, la plupart des Juifs ont été assassinés par les habitants locaux. Certains ont été envoyés dans les camps de la mort, mais dans de nombreux cas, ils ont été assassinés sur place par les tristement célèbres escadrons de la mort. Il s'agit d'unités qui, presque quotidiennement, ont assassiné des civils innocents nuit et jour. Il ne fait aucun doute que sans la collaboration active, volontaire et zélée, les nazis n'auraient jamais pu assassiner autant de juifs qu'ils l'ont fait. Après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide s'est installée et le Canada était préoccupé par les communistes. Les nazis avaient combattu les communistes, ce qui leur a permis d'émigrer assez facilement au Canada, y compris les criminels de guerre. C'est ce qu'affirme Irvin Abella, professeur d'histoire à l'Université de York. Nous savons que l'un des moyens d'entrer au Canada à cette époque était de montrer un tatouage SS. Cela prouvait que l'on était anticommuniste. C'était la raison d'être des SS. Les SS étaient aussi en charge d'assassiner les Juifs. Il ne fait aucun doute qu'ils étaient impliqués. Bernard Farber, directeur du Congrès juif canadien, affirme qu'une fois que ces criminels sont entrés au Canada, le gouvernement les a laissés mener une vie paisible. Le fait est, M. Wallace, que le gouvernement canadien n'a jamais semblé se soucier de poursuivre les criminels de guerre nazis, de les rechercher et de les trouver. Cela ne l'intéressait pas. Il n'a aucun remords à dire « oubliez ça, ce n'est pas le sujet dans lequel nous souhaitons nous impliquer ». Cela vous gêne-t-il ? Que ce soit un détective privé américain qui révèle à la population canadienne, pas seulement la communauté juive, mais l'ensemble de la population canadienne, qu'ils hébergent des criminels de guerre, et ce depuis un demi-siècle. Franchement, c'est gênant pour tout le monde. Pour le gouvernement canadien, pour la communauté juive. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé? C'était si simple. Comment avez-vous localisé ces personnes? Je suis désolé de le dire, mais nous avons trouvé environ un tiers d'entre eux en cherchant simplement dans l'annuaire. Ce ne sont pas des personnes qui se cachent. Vous voulez dire qu'ils ont conservé les noms qu'ils avaient en Lettonie, en Lituanie et en Ukraine? Tout à fait, ils ont immigré au Canada sous leur véritable identité. Ils ont inscrit leur nom dans l'annuaire téléphonique et ils ont acheté des maisons sous leur véritable nom. C'est incroyable que quelqu'un traverse la frontière avec un annuaire téléphonique et une liste et puisse trouver des criminels de guerre que notre gendarmerie royale du Canada a été incapable de trouver pendant 50 ans. Le fait est que pendant la majeure partie de cette période, le Canada n'a même pas essayé de les retrouver. John Sims, le responsable de la justice canadienne chargé de poursuivre les criminels de guerre, a admis que son gouvernement n'était tout simplement pas intéressé par la question. Il est vrai que le Canada n'a pratiquement rien fait pendant des décennies après le procès de Nuremberg. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment l'expliquer. Je ne suis pas historien. Et je laisse aux historiens de notre pays le soin d'en débattre. L'historien Irvin Abella affirme avoir obtenu la réponse de Pierre Trudeau, qui fut Premier ministre du Canada pendant 15 ans. Il a dit que la raison pour laquelle lui et son gouvernement n'ont pas poursuivi les criminels de guerre, alors que nous avions exercé de fortes pressions sur eux en ce sens, était qu'ils craignaient d'exacerber les relations entre les Juifs et les communautés ethniques d'Europe de l'Est, et de ramener tous les conflits nationaux à l'intérieur du Canada, et que par conséquent, il n'a rien fait. Il a reconnu cela très ouvertement. Mais finalement, il y a 10 ans, après qu'une commission nationale ait confirmé que le Canada abritait toujours des centaines de criminels de guerre, les Canadiens ont entrepris de poursuivre 5 d'entre eux. Mais si longtemps après la guerre et avec des preuves difficiles à rassembler, ils n'ont pas pu obtenir de condamnation. C'est pourquoi le Canada essaie désormais de faire ce que les États-Unis ont fait, les expulser. Les États-Unis ont expulsé plus de 50 nazis hors de leur territoire, alors qu'en 50 ans, le Canada n'en a expulsé qu'un seul. Cette année, John Sims espère en expulser 12 de plus. 1997 sera une année importante, au cours de laquelle je pense que des progrès considérables seront réalisés pour débarrasser ce pays des nazis. Le temps est notre ennemi, et les procédures doivent aller vite si nous voulons obtenir des résultats avant que ces hommes ne meurent. Mais il y a tout juste 11 jours, l'homme que Steve Rambam avait enregistré, Antanas Kentavictus, est décédé à l'âge de 90 ans. Le gouvernement avait prévu d'utiliser l'enregistrement audio de Rambam au procès. L'intérêt de Stephen Rambam pour les causes juives l'a conduit en prison il y a une vingtaine d'années. Car en tant que membre de la Ligue de défense juive, protestant contre le traitement des Juifs en Union soviétique, il avait été condamné pour transport de matériel servant à fabriquer une bombe à travers les frontières. Aujourd'hui, en raison de toute la publicité faite sur ces révélations au Canada, les criminels de guerre présumés vivant dans le pays ne prennent plus la parole.
Un autre homme figurant sur la liste d'expulsion, Eric Tobias, nous a vus distinctement mais n'a pas voulu nous ouvrir la porte. Nous avons reçu un accueil beaucoup plus hostile au domicile d'un commandant présumé d'un escadron de la mort, Oscar Perro. Le chien a mordu un pan de mon manteau avant que le fils de Perro, Harville, ne l'attache. Des représentants juifs lui ont présenté des témoignages et d'autres documents prouvant que Perro dirigeait un escadron de la mort en Lettonie. Perro a qualifié cela de propagande communiste. Pour l'instant, il ne figure pas sur la liste des expulsions. Son fils a déclaré que Perro était un soldat qui avait combattu les communistes et non un commando qui tuait des civils. Si mon père était coupable de telles choses, qu'il y en avait des preuves solides, je le renierais en tant que père. Vraiment? Oui. Un autre criminel de guerre présumé. Le gouvernement canadien affirme que cet homme qui se promène sur une plage de Floride, Helmut Oberlander, était traducteur pour une unité SS qui a tué des milliers de Juifs. Lorsqu'il a quitté le Canada pour se rendre en vacances en Floride, les États-Unis l'ont expulsé. Nous ne souhaitons pas vous parler. Oberlander est rentré au Canada. Il n'était pas chez lui lorsque nous avons essayé de le rencontrer dans une banlieue aisée de Toronto. Mais ses voisins, Helga Whiten et son mari John, professeur d'allemand, estiment que leur gouvernement devrait laisser les Oberlander tranquilles. Ce sont des gens aimables, très calmes. Nous avons de bonnes relations de voisinage depuis environ 28 ans. Si aimables que les Whiten ne peuvent pas croire qu'Oberlander puisse être un criminel de guerre. De quelles preuves dispose-t-il pour le charger d'une si horrible culpabilité? C'était il y a bien longtemps. Je ne vois pas en quoi le fait de l'expulser du pays servirait la justice. Il doit être difficile pour ces personnes de croire qu'un homme qu'ils ont toujours vu comme un voisin ait pu commettre ces actes odieux et terribles pendant la guerre, dans sa jeunesse. Mais le fait qu'il les ait bel et bien commis signifie que nous ne pouvons pas l'oublier. Nous ne pouvons pas l'ignorer et par conséquent, nous devons le poursuivre. Le Canada poursuit également Konrad Kaleich pour le meurtre présumé de Juifs en Lettonie. Les États-Unis ont expulsé Kaleich en 1994 et il est venu s'installer au Canada. Chose incroyable, il a emménagé dans un immeuble connu pour abriter de nombreux résidents juifs, dont 3 survivants de l'Holocauste. Vera Peters a passé 7 mois à Auschwitz. Lorsqu'elle a lu dans le journal qu'elle vivait à côté d'un criminel de guerre nazi reconnu, elle n'en revenait pas. J'ai d'abord été sous le choc. Tout d'un coup, cet homme surgit du passé et tous les souvenirs douloureux d'un passé horrible de l'Holocauste ont refait surface. Pourquoi venir vivre parmi les Juifs? Il a sûrement pensé que ce serait un beau pied de nez pour un homme comme lui de se retrouver parmi les Juifs. Ce n'est que mon intuition, bien sûr. Kaleich cherche à faire annuler la procédure d'expulsion et, comme les autres, il essaie d'éviter les caméras. Pourquoi cache-t-il son visage? Parce que je n'ai pas envie de vous voir, de voir tous vos visages. Vous êtes stupides. Autre cible de la procédure d'expulsion, Joseph Nimzelov rejette la responsabilité de ses problèmes judiciaires sur les Juifs. Ils ne changeront jamais. Qui ça, ils? Les Juifs, ils ne changeront jamais. Certains disent, allons, c'était il y a 50 ans, ce sont des vieillards maintenant. Nous entendons souvent cet argument, mais nous ne devrions pas récompenser la longévité. Je ne pense pas qu'ils méritent notre empathie. Si nous considérons ce qu'ils ont fait aux anciens, c'est probablement le meilleur argument pour justifier les efforts déployés pour les traduire en justice. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les victimes de l'Holocauste nazi, elles, n'ont jamais pu atteindre un âge avancé. Si les allégations s'avèrent être vraies, alors les bourreaux qui vivent encore au Canada ont atteint les 70, 80, 90 ans. La plupart d'entre eux n'ont même pas pris la peine de changer de nom. Ces personnes n'ont pas peur. Elles ont fait le bon choix en venant au Canada. La semaine dernière, le rabbin Marvin Hier, doyen du centre Simon Wiesenthal, a été informé par la Gendarmerie royale du Canada qu'elle entendait enquêter sur la liste des 1800 anciens SS nazis vivant actuellement au Canada et qui percevraient toujours leur pension de l'armée allemande.